Bonjour à tous. Moi, c'est Frédéric Allard, je suis directeur commercial d'Orange Cyberdéfense et Jean-Christophe est notre coordinateur sur la cybersécurité des systèmes industriels. Donc quelques mots tout d'abord avant d'arriver au vif du sujet sur Orange Cyberdéfense. C'est une activité stratégique pour le groupe Orange, mais qui n'est pas encore complètement connue par tous. Donc je vais vous resituer un peu ce que pèse cette activité chez Orange. Donc c'est une activité qui pèse à peu près 600 millions d'euros, avec une ambition d'être leader européen de la cybersécurité, et plusieurs sociétés qu'on a acquises cette année pour atteindre cette ambition, qui nous place maintenant comme dans le top 3 des sociétés européennes spécialisées dans la cyberdéfense. Donc quelques mots sur nos activités. On a la particularité d'avoir des activités qui sont complémentaires entre elles, et on a cet ADN et cette volonté de proposer à nos clients toute une gamme de solutions qui se complètent les unes les autres. On a à la fois la capacité d'aider nos partenaires à identifier leurs actifs critiques et les menaces auxquelles ils ont à faire face, avec des activités de conseil qui sont très développées. Des activités de tests d'intrusion aussi qui sont classiques sur le marché. Ensuite, on a une gamme de solutions de protection qui nous permettent, une fois qu'on a identifié avec nos clients les priorités auxquelles ils doivent faire face, on est capable de les accompagner en leur fournissant les systèmes et les solutions de protection. Et puis ensuite, on a aussi une activité de détection qui nous permet de monitorer l'activité des systèmes d'information de nos clients et de détecter toutes les attaques et toutes les activités suspectes pour ensuite réagir à ces attaques en coopération avec nos clients. Et puis pour finir, on a une activité de veille externe, de renseignement, si on veut prendre cette analogie, qui nous permet de surveiller sur l'ensemble du web, que ce soit le web accessible ou le dark web, de voir si nos clients sont sous le feu de menaces qui ne sont pas encore connues. Donc voilà nos activités en quelques mots. Quelques mots également sur le contexte général des systèmes industriels. Les systèmes industriels, comme toutes les activités, sont complètement immergé dans la transformation numérique, qu'on a voulu illustrer par une image assez simple. Il y a quelques années, quand on allait à un concert, tout le monde sortait son briquet et c'était à peu près tout ce qui se passait. Maintenant, on est plutôt à filmer et à diffuser sur Facebook Live les captations de concerts qu'on peut réaliser. Donc, de la même manière, les systèmes industriels sont dans cette transformation-là. À tel point qu'on parle maintenant d'industrie 4.0, on parle de 4e révolution industrielle par la numérisation des usines, et ça pose un certain nombre de questions et de défis de sécurité auxquels il faut répondre, puisqu'il y a quelques années, on était dans une analogie, on pouvait considérer un système industriel un peu comme un château fort, comme quelque chose de fermé sur l'extérieur, qu'on protégeait par des barrières, par des douves, par des murailles. Maintenant, on est dans un monde qui est beaucoup plus ouvert, puisqu'avec l'avènement des capteurs dans les systèmes industriels, l'ouverture sur les SI de l'entreprise, l'analogie serait plus de celle d'un aéroport qui est ouvert sur le monde et qui a lui-même des zones très protégées au sein de cet environnement. Et donc, on voit tout de suite qu'à travers cette analogie, on est passé d'un modèle de défense par la muraille, par les douves, à un modèle de défense un peu plus subtil et un peu plus complexe à mettre en œuvre. Et c'est ce qu'on a résumé par cette dernière image. Le défi auquel on a à faire face, c'est de concilier à la fois une défense efficace et une numérisation qui est maintenant la réalité de cette activité. Donc voilà pour les quelques mots d'introduction que je voulais dire. Je passe la parole à Jean-Christophe qui va aller un peu plus en détail dans le sujet. Merci Frédéric pour l'introduction. Donc Jean-Christophe Mathieu, je suis tout nouveau au sein du groupe Orange. On va laisser passer la restauration. Vous arriverez à tenir jusqu'à
La fin, c'est bon. On y va. Donc je disais, Jean-Christophe Mathieu, je viens de rejoindre le groupe Orange. Ça fait 20 ans que je parcours la planète à mettre en route, à designer et concevoir des systèmes industriels. J'ai passé 18 ans au sein du groupe Siemens et 5 années avant à justement concevoir des systèmes industriels. Alors, l'idée de la présentation, elle n'est pas de vous faire peur, elle est simplement d'essayer d'être factuel et de voir au quotidien qu'est-ce qu'on appelle un système industriel et la façon dont ça régit votre quotidien, le vôtre, le mien, notre quotidien à tous. La première chose déjà, c'est peut-être de définir ce qu'est un système industriel. Alors on pense tous, et vous n'en êtes pas très loin, au monde de la sidérurgie, la construction automobile, tout ça, c'est effectivement des systèmes industriels. Mais ça peut être aussi bien plus dissimulé, et on le verra tout à l'heure au fur et à mesure. La définition, je pourrais dire tout simplement que c'est un équipement qui, par une action logicielle, va avoir une action sur une grandeur physique. On va venir modifier une température, on va venir modifier un procédé, fondre quelque chose ou fabriquer quelque chose. On parle d'industrie 4.0, moi je dis que pour préparer le futur, il faut regarder le passé. Si on va quelques 100, 150 ans derrière nous, j'ai pris la thématique du fromage, j'aurais pu prendre n'importe laquelle, l'agroalimentaire en tout cas pour commencer. Nos ancêtres, quand ils faisaient du fromage, étaient au plus près des vaches, faisaient la traite et ensuite directement dans des gerles, donc des grandes cuves en bois, aller fabriquer du fromage. Aujourd'hui, tout ça, ça a changé. Ce qui prépare notre alimentation au quotidien, c'est plutôt ça. Même si on est dans la filière courte, la filière bio, on ne peut pas se passer d'industrie agroalimentaire, quel que soit l'univers de l'industrie agroalimentaire. Le fromage, l'eau, ça peut être aussi la viande. Et là, pour se nourrir, on a besoin de systèmes industriels. Seuls ceux qui ont un jardin, en cas de crise, pourront peut-être manger des légumes. Si on va un peu plus loin et qu'on suit un peu le cycle de l'eau, l'eau, d'une fois qu'elle a été utilisée, doit être traitée, mais elle doit aussi être, au préalable, pompée dans des nappes phréatiques, filtrée pour qu'on puisse la consommer et l'utiliser au robinet. Et vous avez là aussi tout un pan de ce qu'on appelle les systèmes industriels qui sont vraiment au cœur de notre quotidien. Donc le traitement de l'eau, c'est aussi un univers dans lequel on trouve ces équipements industriels. Imaginez simplement une journée sans eau, on l'a vu avec la canicule, c'est quand même fort désagréable. Le monde de la santé. Alors pourquoi je parle de la santé? Parce que pour ceux qui ont eu la malchance d'avoir à passer des examens un peu sérieux, un IRM, un scanner, un PET scan, c'est uniquement des équipements industriels. Vous allez être inséré dans un appareil qui va générer des champs électromagnétiques, des champs magnétiques, du rayon X de façon très très forte. Et tout ça, c'est piloté par du logiciel et du système industriel. Un petit clin d'œil au monde de la défense. Notre porte-avions, le Charles de Gaulle, qui vient de reprendre la mer il n'y a pas très longtemps et qui est en mission, c'est plus de 1000 systèmes industriels embarqués. Une frégate multimission, ce qu'utilise la Marine nationale pour protéger nos côtes et aller aider nos soldats en opération, c'est 300 à 400 équipements industriels à bord. Le Barracuda qui vient d'être mis à l'eau, donc la nouvelle classe de sous-marins d'attaque, c'est environ 500 systèmes industriels. Donc vous voyez que dans des univers très très variés, on retrouve des systèmes industriels un petit peu partout. Notre quotidien, plus proche, donc certains reconnaîtront la ligne 1 à Paris du métro, la seule qui ne sera pas touchée par les grèves vendredi, totalement automatisée, il n'y a pas de conducteur, la ligne est exploitée avec 2 personnes. Donc là par contre, les systèmes industriels, c'est de bout en bout, et on est en train de parler sur ce volet-là de la sûreté de fonctionnement et de la sécurité fonctionnelle. Le véhicule est lancé à environ 80 km/h avec jusqu'à 3000 personnes à bord. Donc vous comprenez bien que la sécurité des personnes et des biens est essentielle. Alors les vacances sont un peu loin de nous, mais quand on prend l'avion, ça ne se voit pas, mais vous êtes totalement embarqué, au sens propre du terme, sur un système industriel. Alors je pense que pour ceux qui suivent un peu l'actualité, vous avez vu que Boeing est un petit peu empêtré dans des affaires de sécurité. Il faut jeter la pierre à personne. Ces systèmes-là sont des systèmes très très complexes et aujourd'hui il y a toute une population de hackers dont je parlerai tout à l'heure qui se font un malin plaisir d'essayer de casser ce type de techno. Alors dans les transports toujours, on va essayer de se rapprocher un peu de nos univers, en tout cas au quotidien, un tunnel. À chaque fois que vous traversez un tunnel, vous traversez une usine. Vous n'en avez pas conscience. En tout cas, je pense pour la grande majorité d'entre vous, mais c'est la même chose qu'une usine qui va fabriquer des voitures ou ce genre de choses. Le tunnel du Mont Blanc, à titre d'exemple, c'est 60 000 capteurs actionneurs dans le tunnel. Et c'est 48 systèmes redondants, donc avec de la disponibilité, qui permettent de le contrôler.
Donc vous voyez que vraiment au quotidien, il y en a partout autour de nous de ces systèmes industriels. Toujours dans le monde des transports, alors là il faut traverser la France d'est en ouest, pour la première fois dans le monde des transports urbains a été mis en circulation un téléphérique. On est à Brest, au-dessus de la rade militaire, pour passer d'un côté à l'autre de la rade. C'était un peu compliqué de laisser passer les voitures, donc ils ont mis un téléphérique au-dessus, c'est le début, il y en a plein d'autres en préparation. J'aurais pu mettre là de la même façon un téléphérique dans une station de sport d'hiver. J'aurais très bien pu mettre un funiculaire, comme sur la butte Montmartre à Paris, comme on va trouver au Havre et dans plein de villes. L'industrie au sens où on la connaît tous, donc on est quand même dans l'Est, la mine, la sidérurgie encore présente par endroits, même si c'est très faible, et l'automobile. C'est un petit clin d'œil local. Okay. Et puis là, tout de suite, au moment où je vous parle, on est dans un bâtiment relativement récent, donc forcément connecté. L'éclairage, la détection incendie, tout ça, c'est des systèmes industriels. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas très grave. Au pire, on n'a pas de lumière. Il y a des systèmes d'issue de secours, ça va nous guider vers l'extérieur. Au pire, on va avoir très chaud ou on va avoir très froid. Mais c'est important de comprendre que tous ces systèmes-là régissent notre quotidien. Et si je viens un peu plus proche de vous, la moindre porte d'entrée aujourd'hui, si vous voulez savoir l'état de votre porte, on vous la vend connectée à votre téléphone. Personnellement, vous faites ce que vous voulez. On me l'a proposé, vous savez, un système à clé, ça marche toujours. Et puis je suis à peu près certain que personne ne rentrera chez moi, en tout cas avec son téléphone. Donc ça, c'est important. Gardez aussi un peu de lucidité dans toutes les offres qui peuvent vous être proposées. Le digital est partout, mais globalement, n'importe qui peut rentrer chez vous. Le secteur le plus sensible de tout ça, on ne serait pas en train de se parler s'il n'y avait pas d'énergie. Donc on a la chance d'être en France. La France a été le premier État à légiférer en matière de cybersécurité. Et le parc nucléaire français, déjà, de par sa technologie, est plutôt très bien protégé. C'est des technologies anciennes. Donc nos 58 réacteurs ne sont pas à l'abri de toutes les catastrophes, mais au sens numérique, ils sont très bien protégés. Et puis après, on a tout le monde de l'énergie renouvelable. Alors là, c'est des éoliennes, ça aurait pu être du photovoltaïque, ce qu'on veut. De la même façon, on est en train de parler de systèmes distribués à travers tout le pays qui doivent communiquer en permanence pour savoir où est-ce qu'on peut prendre de l'énergie, où est-ce qu'on doit en rajouter en cas de creux sur le réseau, par exemple. Donc l'énergie, c'est vraiment l'élément indispensable à notre quotidien. Petite anecdote, ou en tout cas exercice de style à faire pour vous le matin. Je vous invite à le faire demain ou le week-end. Et pendant 15 minutes, une demi-heure, vous choisissez, dites-vous que vous n'avez plus d'énergie au sens électrique à la maison. Je vous laisse imaginer ce que c'est. Faites vraiment l'exercice, vous allez voir combien il est compliqué d'avancer. Ça a fait aussi que vous n'aurez pas d'eau. Globalement, sauf si vous vivez à la campagne et que la gravité a la gentillesse de vous ramener de l'eau. Si vous êtes en ville, vous n'aurez plus d'eau parce que ce sont des pompes à base d'énergie électrique qui font que vous avez de l'eau au robinet. Donc faites l'exercice, c'est toujours très intéressant. Et après, ça permet de relativiser plein de choses. Alors, pourquoi les systèmes industriels sont si spécifiques ? Tout simplement parce que les investissements sont colossaux quand on crée un système industriel. Je prends l'exemple d'une ligne de métro. En dessous de 70 à 80 millions, vous n'avez même pas commencé à discuter avec les gens du génie civil pour faire les tunnels. Il faut en rajouter à peu près autant pour mettre le système de rails, les véhicules et toutes les infrastructures autour. Donc on voit que ce sont des investissements colossaux. Et on ne va pas investir comme dans le monde de l'informatique traditionnelle, on ne va pas investir pour 3 ou 4 ans, on va investir sur des systèmes qui doivent durer très longtemps. Donc le clin d'œil à nos aînés, c'est ça. Un système industriel, ça va durer 15, 20, 30 ans. Le parc nucléaire français a, il y a quelques années, demandé une prolongation de pérennité des produits qui l'équipent à 60 ans. Donc vous voyez, quand un industriel investit, c'est pour de très nombreuses années. Et puis il y a surtout quelque chose qui est important et par-dessus tout, c'est la robustesse. Pour avoir fait quelques années de montagne et encore en faire pas mal, quand vous êtes en haut de la falaise, vous avez plusieurs centaines de mètres de trous sous vous, vous êtes toujours rassuré de savoir que les ancrages sur lesquels vous êtes sont robustes. C'est pareil dans les systèmes industriels. Quand vous montez dans un métro automatique, que vous prenez l'avion, il est toujours bien de savoir que tout ce que vous allez utiliser a été fait, et ce, en sécurité. Alors, on va essayer de se rapprocher un peu plus de la cyber. Maintenant que je vous ai dit un petit peu où étaient ces systèmes, les systèmes sont attaqués, on le verra tout à l'heure au travers de quelques exemples. L'origine des attaques, ça peut être des attaques non ciblées, ce qu'on appelait les virus. Ça peut arriver à tout le monde, ça arrive à plein de gens.
Ensuite, on a un niveau un tout petit peu plus élevé, c'est les scripts qui disent, ce sont des gens qui sont plutôt précoces intellectuellement, souvent électroniquement et ou informatiquement parlant, et qui vont être capables de créer, de générer des attaques pour entrer, pénétrer dans un système. Alors, ils peuvent essayer de rentrer sur l'ordinateur de monsieur ou madame Michu pour être un peu trivial, mais aussi on découvre parfois qu'ils sont arrivés à s'infiltrer dans des systèmes bien plus sensibles. Il suffit de suivre l'actualité, une fois ou l'autre, le FBI, la NSA ont des petits soucis avec des gens de ce genre-là. À partir du niveau des attaquants isolés, on commence à se poser beaucoup plus de questions, parce que l'attaquant isolé typique, c'est la personne licenciée qui part avec un contentieux avec son entreprise. Souvent, ce sont des gens qui ont du savoir sur l'entreprise et qui, du coup, sont capables de mal faire très rapidement. À partir de ce niveau d'attaquant, les gens qui protègent les systèmes, on commence à être un peu plus inquiets et on sait que les moyens à mettre en œuvre sont plus conséquents. Ensuite, on a les organisations privées. Donc, il y en a des très connus. Hein. On peut penser aux Anonymous, on peut penser à Greenpeace, qui aujourd'hui ont des actions numériques, justifiées ou pas, ça ne regarde que chacun. Mais il y a aussi, alors par chance, c'est un peu en... ça diminue, Daesh, le Daesh 2.0, avec ses actions et ses tentatives d'action dans le numérique pour des attentats. Et puis après, il y a tout ce qu'on voit à la télé qui existe malheureusement, ce sont les attaquants d'un niveau étatique. Donc on peut citer plein d'États, peu importe lesquels, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest. On a beaucoup d'alliés, mais peu d'amis. Alors les motivations des attaques, pourquoi les gens tapent? La première chose, c'est un hacker, quel qu'il soit, a deux grands enjeux. Soit il veut gagner de l'argent, soit il veut être reconnu. Donc en fait, on est dans l'univers de la cybercriminalité et l'objectif, ça va être soit de gagner de l'argent ou de la reconnaissance. Ça, c'est assez fréquent. Pour vous donner un exemple, hein, vous allez sur le dark web et pour quelques dizaines d'euros ou de dollars, vous pouvez acheter une attaque toute faite contre quelqu'un. Et si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous rajoutez quelques centaines, voire quelques milliers de dollars ou d'euros, et on vous prépare une attaque sur mesure. C'est la même chose que si vous alliez au supermarché faire vos provisions. Et c'est accessible à quasiment tout le monde. Ensuite, il y a le monde de l'espionnage. Il y a toujours plein de gens, vos compétiteurs, qui ont envie de savoir ce que vous faites. Et une des meilleures façons de le faire, c'est de passer par les réseaux numériques. Ensuite, il y a tout ce qui est lié à la guerre électronique. Et ce qui inquiète le plus, le cyberterrorisme. On en est quand même aujourd'hui un petit peu à l'abri, en tout cas on l'espère. Alors, l'historique de ce qu'on appelle les cyberarmes, ça date de 2010. Le 10 juillet 2010 est apparu à la face du monde un verre qui touchait le programme d'enrichissement iranien sur ses centrifugeuses. On parle de quelque chose qui s'appelait Stuxnet et qui avait été fomenté par les Américains et les Israéliens, donc la NSA et le Mossad, dans le but de ralentir, voire de stopper le programme d'enrichissement des Iraniens. C'est d'actualité, hein, je pense que vous l'avez entendu. Trump se dit ouvert à rediscuter avec les Iraniens. On est toujours dans la même veine. Ça fait des années que ça dure. Et Stuxnet a été la première référence en termes de cyberarmes. Pour la première fois, des États utilisaient l'outil numérique sur des systèmes industriels pour porter atteinte à la souveraineté d'un État. Aujourd'hui encore, quand on regarde du code lié à une attaque, on trouve des briques provenant de Stuxnet. C'est vraiment la référence en matière de cyberarmes. Alors, quelques exemples. Ce que je vous disais précédemment, l'objectif n'est pas de vous faire peur, c'est simplement d'être factuel et que vous puissiez voir un peu ce qui se passe. Les rançongiciels, vous savez, ces fameux malwares qui vont chiffrer les informations de vos disques durs et vont les rendre indisponibles tant que vous n'aurez pas payé une rançon. Entre vous et moi, payez pas, de toute façon, vous ne récupérerez pas vos informations. Ça touche plein de gens, et même de petites entreprises. On a l'exemple là d'un hôtel autrichien qui s'est fait une première fois chiffrer son système de magnétisation, vous savez, des cartes qui permettent d'ouvrir et de fermer les chambres d'hôtel. Donc l'hôtelier n'a rien dit, a payé la rançon une première fois, de souvenirs autour des 1700 €, vous voyez, à l'époque c'était 2 bitcoins, ça a évolué depuis. Il a payé une première fois. Je vous ai dit que les hackers couraient derrière l'argent, donc c'est facile. Hein. Il a payé, si je recommence, il y a une chance que ça repasse. Les hackers ont de nouveau chiffré le système et l'hôtelier a payé une deuxième fois. Tant que je gagne, je joue. Hein. Les hackers sont revenus et à la troisième fois quand même, il a appelé les forces de l'ordre. En tout cas, a déposé plainte et ça lui a permis de redémarrer son système. Mais vous voyez que parfois, il faut se poser la question de est-ce que si je paye, je vais récupérer mes données? Et soyez convaincus d'une chose, c'est que vous pouvez payer tout ce que vous voulez, vous ne récupérerez pas vos données.
La seule façon de se protéger de ça, et là je parle à tout un chacun, c'est faites des sauvegardes de vos ordinateurs. Là je suis sorti des systèmes industriels totalement, mais si vous avez des choses auxquelles vous tenez indépendamment de tout ce qui est facture, je pense à des photos de famille ou des choses comme ça, le seul moyen de vous protéger, c'est de faire des sauvegardes. Alors, pas très loin de nous, en tout cas dans le temps, un peu plus loin géographiquement, dans le centre de la France, je ne jette la pierre à personne, hein, ce sont uniquement des exemples, et bien malchanceux ceux qui ont été connus de la presse quand ça leur est arrivé. Une petite entreprise de distribution de pétrole dans le centre de la France s'est aussi fait chiffrer l'intégralité de ses données. Sauf que là, la rançon, elle est un peu plus sérieuse. Hein. On leur demandait 500 000 €. Alors bien évidemment, ils n'ont pas payé. Ils avaient des sauvegardes, ont pu redémarrer, mais c'est quand même complexe. Je vous le disais tout à l'heure, je suis assez récent au sein du groupe Orange. La semaine de mon arrivée, donc début juin, un client nous contacte suite à une attaque sur son système informatisé. Et la raison pour laquelle j'ai accompagné les experts chez nous, c'est parce qu'apparemment, le système industriel de production était aussi chiffré, le client ne pouvait plus produire. Donc assez rapidement, on a pu être sur site, en 2-3 heures, on était chez le client. Et il s'est avéré que le client n'avait pas de sauvegarde du tout de son système, ni industriel, ni de son système de gestion. Allez, les enchères, je n'ai pas trop d'idée d'où on en est dans le temps, mais combien de temps ont-ils mis pour repartir à votre avis? Vous n'êtes pas loin de la vérité, ils ont mis 1 mois. Entre le moment où les machines numériques dans les ateliers ont pu redémarrer, on arrive à les aider en 1 semaine, c'était fait. Le système de gestion réparti un petit peu partout sur la planète, il a fallu plus d'1 mois. Et aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, c'était au mois de juin, ils n'ont pas recouvré l'intégralité des fonctionnalités du système. Donc quand on parle de sauvegarde, que ce soit pour un outil industriel, ça pourrait même être pour le bâtiment, hein. Les programmes qu'il y a dans les régulateurs thermiques pour le chaud, le froid, la détection incendie, doivent être sauvegardés. Sinon, le jour où ça tombe, pour repartir, c'est très complexe. Alors là, c'est une anecdote purement personnelle. On est quelque part à l'été 2018, aéroport de Bristol, petite cité balnéaire de l'Ouest britannique. J'attends tranquillement à l'aéroport. Donc, je suis face au panneau qui vous affiche les heures de vos avions. Et puis d'un seul coup, la très connue fenêtre d'erreur Windows avec le petit rond rouge et la croix blanche à l'intérieur indiquant Error System. Okay. Assez rapidement, tous les écrans passent noirs. Et en quelques minutes, vous avez ce message qui apparaît Out of Service. Ok, ils ont un problème. Donc c'était un rançongiciel, c'est sorti dans la presse au bout de quelques jours. Par contre, ce que je veux souligner là, c'est la capacité de l'aéroport à gérer la crise. Plutôt que d'être pris de panique, en tout cas, il y avait des gens qui maîtrisaient la situation. On a vu débarquer au bout de pas plus de 15 minutes du monde partout dans l'aéroport avec des paperboards. Donc il y avait des paperboards partout dans l'aéroport. Je ne vous dis pas que tout était simple, mais en tout cas, ils ont continué à faire décoller les avions, les bagages étaient dans les avions, et les gens ont pu prendre leur vol. Moi, j'ai eu quelques 30 à 40 minutes de retard, pas plus. Donc on a un exemple là de ce qui est appelé la résilience, de comment se préparer à la crise et comment la gérer. C'est tout simple. On dit que l'industrie du futur, l'industrie 4.0, c'est le zéro papier. Oui, c'est vrai, c'est vers ça qu'on doit tendre, mais savoir se servir du papier, ça a aussi une utilité. Et je vais finir par le plus critique qui soit arrivé proche de nous dans le temps. On est au Venezuela, fin du printemps. Maduro, le président vénézuélien, revendique des cyberattaques américaines sur le système d'énergie. Dans la vraie vie, c'est ça ce qui se passe. Hein. Vous arrivez en fin de journée, tout le monde est dans le noir, il n'y a plus d'électricité, ça dure des jours et des jours. Et les seules sources lumineuses, ce sont les phares des voitures. La nature humaine étant ce qu'elle est, au bout de quelques jours sans électricité, ça veut dire quelque part avec des difficultés pour se nourrir, il y a des scènes de vandalisme partout dans la rue. Quand je suis rentré dans le monde de la cyber il y a une dizaine d'années, des études un peu confidentielles disaient qu'un pays en situation de crise tenait 10 à 15 jours avant qu'il y ait des émeutes. Aujourd'hui, on est à 4 jours. Alors, voilà. Je vous ai fait peur, c'est terminé. Maintenant, il y a des solutions, de vraies solutions pour se protéger de tout ça. Les solutions sont d'abord organisationnelles, dans 70 à 80% des cas. Donc ça va être de se préparer, de former des gens, on va le voir tout à l'heure. Et des moyens techniques pour uniquement 20 à 30%. Donc si vous êtes chef d'entreprise ou en charge de sécurité dans vos entreprises, partez pas tout de suite acheter des produits. D'abord, on va le voir, il faut se faire conseiller, il faut discuter. Comme toute belle étape de la vie, protéger son système numérique, ça ne se fait pas seul. Quand on a appris à marcher, on a été accompagné, nos parents étaient là.
Et dans ces étapes aussi où on protège ce qu'on a d'essentiel, il faut se faire accompagner. C'est exactement le message. On verra qui peut vous accompagner tout à l'heure, mais seul, c'est à peu près voué à l'échec. Alors cet accompagnement doit commencer par une chose essentielle, c'est la formation. Aujourd'hui, à peu près 80% des attaques qui passent dans un système numérique, un système d'information industriel ou traditionnel, c'est parce qu'une action humaine en est à l'origine. C'est le fameux mail piégé que vous allez recevoir, le PDF piégé, que vous allez ouvrir et qui va permettre à l'attaque de se propager dans le système. Ça va être le coup de fil frauduleux de votre patron qui vous appelle de l'autre bout de la planète et qui vous dit qu'il faut verser tout de suite des sous à la banque. Donc ce volet formation est très très important. En formant les collaborateurs de l'entreprise, vous allez élever le niveau de maturité de l'ensemble de l'entreprise et ça va permettre aux gens d'avancer et de vous aider à protéger l'intégralité de vos biens. Alors la formation, bien sûr, elle peut être commerciale, mais elle peut être aussi gratuite. Il faut souligner les initiatives de l'État en la matière. Il existe sur le site de l'ANSSI, donc l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. C'est une agence qui dépend du Premier ministre. Il existe ce qu'on appelle des MOOC, des modules de formation en ligne, qui sont dénommés Secnum Academy. Et vous allez pouvoir trouver les basiques pour vous former à la cybersécurité. Alors, c'est pas très compliqué, ça va vous parler de vos courriels, ça va vous parler de plein de choses. Et ça vous permet d'évoluer et en tout cas de commencer. Quoi qu'il en soit, je vous l'ai dit précédemment, c'est comme quand on apprend à marcher, il faut se faire accompagner. Alors là, des entreprises meilleures les unes que les autres, vous allez en trouver pléthore en France. Mon conseil est relativement simple. Vous allez sur le site de l'ANSSI et uniquement les entreprises ayant réussi à obtenir les visas de sécurité sont dignes de confiance. Ces visas de sécurité sont émis par l'État français et vont vous permettre d'avoir la garantie que ce qu'on vous fournira comme service, comme formation, comme prestation, sont dignes de confiance et sont validés par l'État français. Pour obtenir les visas de sécurité, des audits sont conduits au sein des entreprises qui peuvent vous accompagner au moins une fois par an, voire plus, en fonction de ce qu'on a à faire. Je vois des jeunes là, donc je suis bien content d'avoir laissé le slide. La cybersécurité est un marché en pleine pénurie. On n'arrive pas à recruter. Ou en tout cas, quand on recrute, entre grandes ESN, on se pique les talents parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, à l'échelle mondiale, d'ici 2022, il manquera 1,8 million de professionnels dans le métier. Donc, je ne sais pas ce que vous avez choisi comme cursus. Là, vous êtes un peu regroupé au milieu de la salle. Je pense que c'est un vrai sujet pour vous. En tout cas, gardez-le à l'esprit. Ça peut créer des vocations. Et à mon avis, il y a du futur. Alors, je vais conclure. Je pense que vous l'avez compris, les systèmes industriels, c'est au cœur de notre quotidien. Ça se protège. C'est parfois très ancien. Ça a 30, 40, 50 ans. Mais ça se protège. Ce qu'on voit aujourd'hui au sein des entreprises, et depuis longtemps, c'est une sorte d'affrontement entre les gens de l'IT, donc l'informatique de gestion, l'informatique traditionnelle, et les gens des métiers. Quelque part, vous avez des cols bleus et des cols blancs qui s'affrontent. Si on veut protéger ces systèmes de production, il faut absolument que cet affrontement s'arrête. J'en suis un petit peu, je crois, le symbole. Je viens de l'industrie, je viens du long des lignes de fabrication, je viens du process. J'ai accepté de rejoindre une entreprise du monde de l'IT parce que je reste persuadé que c'est en travaillant en équipe qu'on peut avancer. L'équipe, elle peut être régionale, l'équipe, elle peut être française, elle peut être européenne. Une échelle supérieure, ça sera compliqué vu les enjeux. Et c'est vraiment en reliant ces deux univers qu'on va arriver à protéger nos systèmes industriels. Merci. Y a-t-il des questions? Vous avez déjà tous faim, vous êtes tous prêts à partir. Alors, je ne sais pas s'ils servent l'apéro, je ne sais pas vous dire, mais pas de questions? En principe, c'est la première la plus dure. Après, on a du mal à arrêter les gens, non? Oui, bonjour, Maxime Weber de la BPCE. Donc moi, je suis dans le secteur financier, donc on constate des fraudes tous les jours, hein, par dizaines, par centaines. On utilise aussi les solutions d'Orange Cybersécurité. La problématique qu'on a souvent, c'est la coopération internationale. Donc, où est-ce qu'on en est au niveau des accords entre pays européens, internationaux, avec des pays un peu exotiques ou reconnus comme étant plein de hackers, que ce soit la Chine,
les pays du Golfe, etc. Je pense que Jean-Christophe a résumé la situation en disant qu'on avait pas mal d'alliés, mais pas beaucoup d'amis. Donc effectivement, la collaboration internationale, elle est parfois compliquée. Néanmoins, notre retour d'expérience, c'est que même avec les pays assez compliqués, par exemple la Russie ou la Chine, quand on est en cas de fraude avérée et qu'on demande à des sites frauduleux d'être fermés, évidemment, on n'a pas une réponse dans l'heure comme c'est le cas en France, mais on arrive sous 24, 48 heures à avoir une réponse et souvent une fermeture de site. Donc, même dans les cas les plus complexes, on a un niveau de collaboration internationale qui existe. Ensuite, ça ne marche pas pour tout. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des sujets sur lesquels les accords internationaux sont assez normés. Par exemple, les virements d'argent, Jean-Christophe parlait des faux ordres de virements internationaux, les fraudes au président. Il y a beaucoup de pays où dans les 24 heures, on arrive à récupérer l'argent parce qu'il y a des accords binationaux ou multinationaux qui existent. Ce n'est pas le cas partout. Donc il y a des niveaux de coopération qui sont variables, qui se développent. Europol fait un gros travail là-dessus aussi. Donc la situation n'est pas si catastrophique. Néanmoins, ça reste un challenge. Et il y a évidemment certains pays assez peu coopératifs puisque c'est leur marque de fabrique d'être un peu les pirates de l'économie numérique. Donc voilà, je n'ai pas de réponse toute faite et la coopération n'est certainement pas totalement satisfaisante. Maintenant, elle existe et la situation est moins catastrophique que pour ce qu'on pourrait penser spontanément. Je vais me permettre de vous retourner une question. Donc, vous êtes du monde bancaire et j'ai eu l'occasion d'échanger avec de nombreux chefs d'entreprise, en tout cas, du monde de la banque. Et en conférence, lorsque je parlais de système industriel, les gens, à la fin, souvent venaient me voir et me disaient « Moi, je suis banquier, vos systèmes industriels, j'en ai pas. » Est-ce que vous pensez que c'est le cas ? Ah non, pas du tout, non. C'est pour ça que je disais justement qu'on utilisait même les solutions d'Orange Cyberdéfense pour toute la partie fraude au virement. Donc, après, la question, le sujet, c'est comme vous l'évoquez, c'est comme les fraudes sont souvent d'origine humaine, c'est bien la question de la formation des utilisateurs, qu'ils soient particuliers, professionnels ou entreprises, quoi. Et nous, c'est ce qu'on essaye de diffuser. Et je suis moi-même intervenu sur des conférences auprès d'experts comptables dans toute la région pour prêcher la bonne parole. Et surtout, la parole de base, c'est la règle des 4 yeux. C'est quand vous faites une opération, qu'il n'y ait pas qu'une seule personne dans votre entreprise qui soit habilitée à faire l'opération. Alors, tout à fait sur le fond. Les systèmes industriels dans la banque, en fait, il y en a partout. Alors, on n'y pense pas, effectivement, vous n'avez pas d'usine, vous ne fabriquez pas de voitures, vous ne fabriquez pas d'énergie. Par contre, les data centers, le data center en tant que tel, c'est des serveurs, des ordinateurs qui vont exécuter du logiciel pour les transactions et tout ça. Sauf que vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, qu'un data center sans refroidissement, ça s'arrête en 15 à 30 minutes. Et tout le système de refroidissement d'un data center, c'est un système industriel. C'est des pompes qui font circuler de l'eau, un fluide caloriporteur, et qui va permettre de refroidir. Donc aujourd'hui, il y a maintenant très gros travaux de fait, hein, ça date de plusieurs années. Nous accompagnons les opérateurs bancaires dans la sécurisation des data centers. Parce que pour tomber un data center, il n'y a pas plus simple que de viser la clim. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qui n'est plus d'actualité, ou en tout cas c'est en train de se conclure. Mais pendant de nombreuses années, c'était un bon moyen de mettre un établissement bancaire un petit peu dans la difficulté. Y a-t-il d'autres questions ? Bonjour. J'entends tout à fait ce que vous dites sur la cybersécurité. Je suis persuadé effectivement que c'est un enjeu qui est majeur. J'ai une expérience assez personnelle. Je suis chef d'entreprise, d'une entreprise dont l'organigramme est assez simple à comprendre, étant donné que je suis tout seul. Je ne connais pas Orange Cybersécurité, j'imagine que c'est très bien. J'imagine aussi qu'aujourd'hui, par rapport à mon budget de chef d'entreprise tout seul, ça va être quelque chose que je ne vais pas forcément pouvoir me payer. Je pense que ça va être également le cas
de grand nombre de TPE ou de PME, là où on a un enjeu qui, sans être nul, mais au niveau de... Enfin, je ne me sens pas spécialement ciblé par une attaque dans mon activité au quotidien. Qu'est-ce que vous auriez à dire à quelqu'un comme moi? Alors, je vais vous répondre avec d'autant plus de personnalisation à la question, c'est que j'ai la même chose chez moi, en tout cas de l'autre côté de la barrière. Quand vous êtes à votre compte et que vous êtes seul, effectivement, avoir accès à certains services, ça peut être compliqué, même s'il existe des offres, et Frédéric en parlera juste après. Moi, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire des sauvegardes fréquentes et vous les laissez pas connecter à quoi que ce soit. Au moins, si demain, et c'est ce qui peut vous arriver de pire, vous faites partie, vous êtes une victime collatérale, c'est-à-dire votre PC se retrouve chiffré, vous n'êtes pas forcément visé vous en tant que particulier ou votre entreprise. Si vous avez une sauvegarde, dans la demi-heure, dans l'heure, dans les 2 heures qui suivent, vous pourrez repartir. Mais il existe des offres adaptées au TPE. Je vais laisser Frédéric en parler, qui connaît bien mieux que moi. Oui, effectivement, pour préciser un peu le propos de Jean-Christophe, côté Orange Cyberdéfense, on a un ADN qui est très grand compte à l'origine, puisque effectivement, il y a encore quelques années, les problématiques de cybersécurité s'adressaient plutôt aux grands comptes, et les entreprises de plus petite taille étaient pas ou peu ciblées. Ce qui a changé il y a maintenant quelques années, c'est l'exemple de 2017 avec 2 attaques majeures, NotPetya et WannaCry. C'est qu'on a des dommages collatéraux d'attaques informatiques. Pour prendre l'exemple de NotPetya, ce qu'on pense savoir de l'attaque, c'est qu'à la base, c'est plutôt l'Ukraine qui était visée par un de ses grands voisins avec lesquels ils ont un contentieux. Mais pour prendre cet exemple-là, cette attaque, elle a débordé largement du cadre de l'Ukraine et on s'est retrouvé avec des grandes sociétés françaises comme Saint-Gobain, par exemple, qui a communiqué dessus, qui se sont retrouvés bloqués par cette attaque, alors qu'à la base, ils n'étaient pas du tout ciblés. Et du coup, on a, nous, côté Orange Cyberdéfense, pris en compte cette problématique et on a cherché maintenant depuis 2 ans à étendre nos services sur également les PME, voire les TPE, avec des services d'entrée de gamme. Évidemment, on ne fait pas la même chose pour une société avec 1 ou 2 personnes que pour un grand groupe, mais dans la logique des services, on a toujours ce même cycle avec à la base une évaluation de votre politique actuelle, des tests sur la robustesse et sur la fiabilité de vos process de sauvegarde et puis des propositions de moyens correctifs. Donc on a une activité également pour les PME qui se développe puisque la sécurité est un sujet qui maintenant concerne tout le monde et des cas de petites entreprises qui ont dû fermer suite à des attaques parce qu'elles n'ont pas été capables de remonter leur système d'information. Malheureusement, c'est arrivé. Et donc, la CGPME fait un travail là-dessus pour justement communiquer auprès de ses adhérents sur les bons réflexes et les bonnes pratiques. Et nous, on essaie d'accompagner ce mouvement en créant des offres qui soient adaptées aux enjeux et au budget des petites entreprises. Donc, on a ce type de solution également à notre catalogue. Merci à tous.